bonjour à tous. Donc on est... Est-ce que tu m'entends, ça fonctionne? Magnifique. Donc on est ravis de vous accueillir ce matin pour un film qu'on a présenté hier et auquel le festival tenait beaucoup, et je pense à raison vu l'accueil hier soir de vos retours, et c'était vraiment très enthousiaste, qui est donc un tout premier film d'une jeune réalisatrice qui s'appelle Emmanuelle Nicot. Elle avait fait un court-métrage qui s'appelle À l'arraché, qui il y a 4 ou 5 ans avait vraiment fait le grand chelem des festivals dans le monde entier. Et je pense que c'est quelqu'un, vous voyez ici, d'extraordinaire maîtrise déjà pour quelqu'un qui a à peine 30 ans dans ce premier film qui n'a pas une scène de trop, pas un plan trop long, pas une phrase de trop, est vraiment, à mon sens, impressionnant. Alors, Emmanuelle ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais on est très content, et j'ai un peu expliqué hier soir, d'accueillir Alexis Manenti, pour deux raisons. D'abord parce que ce comédien que tu as vu, c'est le rôle masculin principal du film. Comme tu l'as très justement fait remarquer hier, effectivement, il y a d'abord cette gamine sur laquelle on va revenir, qui est sidérante, mais le rôle masculin principal, c'est toi. Et surtout, il y a 3 ans, on avait montré avec un enthousiasme vraiment énorme ce premier long métrage de Lachli qui s'appelait donc Les Misérables, et dans lequel Alexis avait un grand rôle, et malheureusement on avait été pourri, ce qui arrive une fois tous les 15 ans par un orage, ce qui fait que les rencontres publiques et autres, tout ça avait été un petit peu chamboulé, et donc nous n'avions pas pu discuter à l'époque non plus de toute la trajectoire d'Alexis, comédien d'origine corse, et qui a du coup beaucoup de choses à raconter sur les deux aspects. Alors, puisque nous sommes d'entre nous et qu'on a un peu de temps, je propose qu'on fasse une série des deux choses. On va d'abord parler de Dalva, puis on parlera un petit peu de tes envies de cinéma, de la manière dont tu travailles. Parce qu'il faut aussi se rappeler que Les Misérables, qui est un scénario qui est au cours d'eau, mais qui était collaborateur de scénariste. Et puis je trouve, mais on le dira tout à l'heure, que le chemin qui t'a amené à faire des films tant comme acteur que comme scénariste, et peut-être d'autres envies maintenant, avec, je dirais, un labo un peu indépendant qui s'appelle Courtrage-Mais et qui a vraiment permis à beaucoup de gens intéressants d'émerger, c'est quelque chose qui va évoquer, c'est du cinéma hors famille et hors circuit, ou qui crée une autre famille de cinéma et qui, à mon sens, est très passionnante. Mais on va peut-être revenir d'abord sur Dalva. Et peut-être que tu peux nous parler un petit peu de la manière dont travaille Emmanuelle Nicot avec ses comédiens. On l'a dit hier, c'est quelqu'un qui fait aussi directrice de casting en Belgique et plutôt spécialisée dans les castings, ce qu'on appelle casting sauvage, c'est-à-dire trouver des comédiens qui ont vraiment une tronche, qui correspondent à un personnage qu'un acteur ne pourra peut-être pas faire nécessairement. Alors hier, ne nous y trompons pas, la plupart des acteurs adultes sont des comédiens, pas nécessairement tous très connus, mais ce sont des comédiens. Hein. Mais par contre, il y a tout ce casting de jeunes d'enfants qui est ahurissant. Donc voilà, comment est-ce qu'elle travaille, Emmanuelle, avec surtout une toute jeune réalisatrice, avec un comédien qui a de la bouteille, qui a déjà écrit, qui a eu des films de succès. Comment ça se passe avec cette réalisatrice? Bonjour à tous. Emmanuelle, elle est c'est une grande travailleuse, donc elle prépare beaucoup tout ce qu'elle fait. Moi, elle m'a proposé le rôle, elle m'a envoyé le scénario, et ensuite c'était ce qu'on appelle une proposition ferme, c'est-à-dire qu'elle m'a pas donné l'occasion de faire un casting, c'était directement voilà, une proposition pour ce rôle. Donc ça met en confiance le comédien, et ensuite il y a beaucoup de documentation. Emmanuelle Nicot est fille d'éducateur, et son frère aussi est éducateur, donc elle connaît très bien le milieu des foyers, etc. Donc elle m'en a beaucoup parlé, on a échangé pas mal autour de ça, elle m'a fait lire certains ouvrages qui racontent un peu l'envers du décor des foyers, parce que c'est des lieux très difficiles, autant pour les éducateurs, mais surtout pour les gens qui y sont placés. Et ensuite on a fait des séances de travail avec la jeune Zelda, la jeune comédienne, parce qu'elle voulait voir comment ça fonctionnait entre nous. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'aime pas trop les répétitions. Donc c'était un peu difficile pour moi, elle m'a un peu poussé, donc on a fait plus des lectures que des répétitions jouées. Et ensuite sur le plateau, c'est quelqu'un de très précis qui aussi fait beaucoup de répétitions. Et on avait pas mal de temps, la production du film a permis qu'on puisse tourner les scènes importantes, qu'on ait vraiment du temps pour les tourner. C'était un tournage où on avait le temps de faire les choses. Et avec la chef opératrice, qui est une amie à elle. Caroline Guimbal, qui est une chef opératrice plutôt documentaire d'ailleurs. Voilà, c'était sa première fiction. Ouais. Donc il y avait beaucoup de marques au sol, et c'était un peu pour travailler, il y avait beaucoup de... On me disait, voilà, tu vas te rendre à tel endroit, tu vas dire telle phrase, ensuite donc c'était très millimétré, c'est un cinéma très maîtrisé, et en même temps elle laisse la place de temps en temps à la spontanéité, mais on voit qu'elle sait où elle va exactement. Mais alors justement, tu parles de répétition, les réalisateurs, selon les circonstances, ne font pas là quand ils se retrouvent avec deux toutes jeunes comédiennes, je pense principalement évidemment à Zelda, mais aussi à sa copine,
Est-ce que justement ces acteurs-là n'ont pas plus besoin de répétition pour se sentir à l'aise ou... Alors oui, elles ont beaucoup travaillé, un peu plus que moi, je pense qu'il y a eu pas mal de répétitions, mais en même temps, comme je l'expliquais hier à la radio, la jeune Zelda, elle était très très professionnelle, c'est quelqu'un de très consciencieuse, et dès le départ, elle comprenait tous les enjeux du métier d'actrice, et elle a compris le montage, elle a compris les placements face à la caméra, et c'était très impressionnant de l'avoir travaillé, et d'être assez vite à l'aise devant la caméra et avec l'équipe, etc., même pour des scènes qui sont très difficiles, des scènes d'intimité, etc. Donc je sais qu'elles aussi, elles ont pas mal travaillé en amont, il y a eu des rencontres, elles ont passé du temps ensemble pour créer cette complicité, etc. Alors justement, deux choses d'abord là-dessus. Zelda, tu dis, elle est très professionnelle dans la manière. C'est évident qu'elle a une maîtrise, cette gamine décidément. Elle a quel âge? Elle avait 12 ans à l'époque du tournage. Oui, elle avait 12 ans, et elle n'avait par contre, je pense, aucune expérience. Non, c'était sa première expérience de cinéma, oui. Tout comme la jeune Fanta qui interprète Samia. Oui, mais c'est quand même étonnant, je dirais, cette maîtrise. Et ça nous renvoie dans autre chose, qui est que finalement, le luxe, parfois au cinéma, on dit budget cher, on pense en costume, en effets spéciaux, en plein de choses, mais parfois le luxe, c'est le temps. Effectivement, ouais. De plus en plus, quand vous regardez les séries, il faut savoir que les séries par exemple, c'est des endroits où on tourne extrêmement rapidement, il y a beaucoup de rendus, donc il faut aller très vite. Et le cinéma, ça reste quand même un endroit où on prend plus le temps pour tourner, pour essayer de trouver des choses. Mais alors toi qui as déjà donc pas mal d'expérience d'écriture, hein, on répète évidemment le point central c'est Les Misérables, mais je pense que tu t'essayes à beaucoup d'autres choses et que ça t'intéresse, c'est l'écriture cinéma. Qui a cette expérience, quand tu lis un scénario comme celui-là, tu dis je fais confiance, j'accepte tout, je valide tout, bien il y a une séance de retour avec la rédactrice en disant moi je le ferai plutôt comme ça, je le verrai plutôt comme ça. Voilà, quand j'ai lu le scénario, j'ai trouvé ça très bien écrit. C'était vraiment déjà c'était déjà le film, parce que souvent il y a des scénarios qui sont dans des brouillons de films où il n'y a pas tout. Après là c'est un film qui a des enjeux particuliers et qui parlait d'un sujet très sensible. Donc j'ai eu besoin d'échanger avec la réalisatrice pour savoir un peu comment allaient être tournées les scènes, est-ce que l'actrice qu'elle allait choisir allait vraiment comprendre ce qu'elle jouait. Parce qu'après, après il y a l'après-film, hein, les gens. Et quand on est jeune comme ça, des fois on ne réalise pas tous les enjeux que peuvent avoir un film. Donc il y a eu beaucoup de questions autour de ça, de savoir. Moi j'ai eu très vite envie de faire ce film parce que j'ai senti que c'était un film nécessaire et que j'avais regardé son premier court-métrage et que je trouvais ça très bien écrit. Mais voilà, je voulais savoir si ça allait pas être voyeur, si ça allait pas être un film malsain, si tout ça était. On savait où on allait, la manière dont allait travailler avec cette jeune fille, etc. Parce qu'on peut vite se retrouver dans un environnement particulier. Et une fois qu'on a dit oui, on ne peut plus faire marche arrière. Donc je voulais vraiment savoir ça. Mais je trouve ce qui est vraiment, et puis beaucoup de gens qui ont discuté des 2-3 questions qu'on a reçues ce matin via l'application aussi, c'est un film qui aurait pu, mais à tout moment, glisser vers un truc malaisant, peut-être pas hors de propos, et qu'ici on sait exactement de quoi elle parle et on ne tombe jamais une demi-seconde dans une once de voyeurisme. Ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très très impressionnant dans le travail qu'elle a fait. On sait de quelle problématique elle parle, on comprend très bien ce qu'a subi la gamine, mais jamais à aucun moment on ne nous le fait ressentir violemment. Il y a des scènes, évidemment, elles te concernent moins, mais qui sont pour moi très étonnantes, c'est les deux grosses scènes avec le papa. Qui est, pour ceux qui s'en souviennent, Jean-Louis Couloc, c'était le comédien qui jouait dans Lady Chatterley il y a une quinzaine d'années, la version de Pascal Ferrand. Et donc, qui a cette espèce de mutisme. Et je trouve que la première scène nous piège assez bien parce que, oui, plus vite que sa gamine, il est ici, ils ont raison. Quelque part, j'ai fait une faute, j'ai fait une erreur. Oui, c'était très impressionnant de voir Jean-Louis travailler et accepter ce rôle parce qu'il faut savoir que c'est des rôles difficiles et que même quand on joue, ça peut nous toucher de dire un texte et d'être face à une enfant et tout ça. Et je sais que c'est une scène qui a duré toute la journée. Et il a dû la refaire vraiment de nombreuses fois. Et il la faisait à chaque fois avec une telle précision. Et c'était très poignant et avec une retenue. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de comédiens qui auraient pu faire ce qu'il a fait et donner la force à cette scène de cette manière-là. Et la scène du tribunal à la fin qui est juste sur les regards. Effectivement, il n'y a pas de masse de comédiens qui savent faire ressentir tout ce qui se passe dans cet instant-là. C'est une caméra qui observe très bien celle d'Emmanuel Nico aussi, je trouve qu'elle a vraiment bien cherché les émotions sur les visages à ces moments-là. Et alors il y a un autre personnage qui est important, c'est la mère, qui est jouée à nouveau par Sandrine Blanc,
qu'on a un peu perdu de vue, c'est dommage parce que c'est une très très bonne comédienne, c'était la petite fille dans Totolero, pour ceux qui s'en souviennent. Et les hasards étant ce qu'ils sont, elle a aussi joué à peu près un film qui remet cette thématique sur l'inceste. Et son père incestueux était joué par Alain Bachung, c'était Danny Sorman des années 92, je pense, dont le titre m'échappe. Mais donc Sandrine Blanc, elle a effectivement, c'est à nouveau cette extraordinaire fragilité que va très bien chercher, je trouve, la caméra d'Emmanuel. Ah oui, c'est incroyable. Elle aussi, elle m'a beaucoup impressionné. Et on sent toute la détresse de cette mère et elle a, en peu de choses, c'est vraiment... et oui, on sent la douceur et justement ce que j'ai trouvé remarquable, c'est de l'opposition entre ce père, la violence de ce geste, et, enfin de tout ce qui s'est passé, son corps, etc. Et elle qui est toute menue, fragile et en retenue. Mais est-ce qu'elle t'a expliqué, Manuel, pourquoi parce qu'elle t'a dit, ok, cette proposition ferme, théoriquement, si on est un peu logique, l'emploi que vous connaissez d'abord, c'est celui des Misérables. C'est un personnage qui est complètement l'opposé de ça, qui est quand même un peu un type qu'on n'a pas trop envie d'aimer, et qui, pour le coup, manque totalement de sensibilité et de subtilité par moment. Et là, on est dans un personnage tout en douceur et tout en retenue. Elle t'a dit pourquoi elle voulait aller vers ce contre... Elle a senti en voyant Les Misérables que tu pouvais aller vers un contre-pied total de ça ou pas? Alors, je ne sais pas ce qu'elle avait vu d'autres travails de rôles que j'avais interprétés, mais en tout cas, elle m'a fait confiance. Elle a trouvé qu'il y avait peut-être une place pour un peu de tendresse et de compassion, et que je pouvais, voilà, j'étais une sorte de mélange un peu de cette violence et en même temps de quelque chose d'un peu plus fragile. Il se trouve que moi, dans une vie antérieure, j'ai donné cours dans une école d'éducateurs, dans cette région-là en plus, c'est un peu un hasard, et qui a une manière d'être. Parce qu'à la fois, on doit avoir de l'empathie et en même temps garder une distance, parce que c'est un métier qui a des procédures et qu'il faut les faire respecter et qu'on ne prend pas toujours les décisions qui nous semblent les plus humaines. Et donc, il y a une manière d'être des éducateurs qui est très très proche de ce que tu fais, notamment dans le phrasé. Il y a très très peu d'emportement, d'émotion, de dérision dans ton personnage. Il est d'abord dans ce qu'il a raconté. C'est quelque chose que vous avez défini tous les deux, ça? Ou toi, tu t'es renseigné un petit peu sur... Elle m'avait expliqué quand même que l'enjeu de mon personnage, c'était celui-ci, et c'est souvent l'enjeu des éducateurs, c'est qu'ils sont touchés par... et souvent, c'est les erreurs qu'ils commettent au début de leur carrière, c'est qu'ils sont très touchés par les gamins avec lesquels ils vivent, et puis en fait, après, ils se laissent emporter, ils se laissent déborder, donc on doit toujours avoir une espèce de distance et savoir que c'est ce qu'il lui explique lors d'une scène en lui disant, voilà, elle lui demande qui tu es pour moi, elle lui dit, voilà, moi je suis éducateur et toi tu es quelqu'un de placé, je suis ton éducateur référent et ça s'arrête là. Et il faut toujours mettre la distance parce que sinon après on part, c'est très difficile. Et toujours donc essayer de ne pas exprimer ses sentiments parce que c'est aussi des failles qu'ils peuvent utiliser pour vous manipuler ou pour... Voilà. Et alors, pour un comédien, il y a deux techniques. Soit on va observer, on regarde, on passe 15 jours dans un centre d'éducateur, soit on se dit je fais mon personnage comme je le sens et je ne vais justement surtout pas essayer d'aller copier des modèles. Toi, ton idée serait plutôt de faire comment? Je me suis un peu inspiré de certains ouvrages et elle m'avait expliqué ça. Après, c'était très bien écrit et puis ce truc de distance, comme elle me l'avait expliqué, après j'ai essayé de l'appliquer au mieux, quoi. Et alors, juste, ça peut paraître plus anecdotique, mais il y a un truc qui est assez juste, c'est la barbe. Vous en avez discuté quand? La barbe, c'était pas du tout prévu. La barbe, c'était pour un autre rôle que j'interprétais en même temps. Vous allez découvrir pour un film de Romain Gavras qui sort sur Netflix. Et comme je tournais les deux films en même temps et qu'elle ne souhaitait pas avoir... Enfin, dans l'autre film, il ne souhaitait pas que je porte de postiche, j'ai cette barbe-là. Voilà. Mais en même temps, elle m'a fait confiance. Elle m'a dit non, mais ça apporte autre chose, c'est assez intéressant. Et puis comme il y avait cette cicatrice qu'elle a rajoutée aussi, donc ça faisait deux choses un peu... C'était comme s'il masquait un peu son visage, je trouvais ça pas mal. Oui. Je me permets sur la barbe de rajouter sur la question des cheveux, parce que la mutation subjective de la jeune fille se fait à partir du moment où elle accepte de perdre quelque chose, et là tout ça change. C'est elle qui s'occupe sauvagement les cheveux, et là on sent que c'est quelque chose de très important. C'est une sorte de barbe qui est celui qu'il y a, et qu'il y a comme simple présence. Votre façon d'être est assez frustre dans le film, c'est pas intellectuel du tout, et ça c'est très précieux parce que c'est une présence sur laquelle quelque chose peut se recueillir. Et donc c'est comme ça que votre action se réalise, et ça je trouvais que c'était très fin. Il y a beaucoup de choses à dire sur le film, mais je voulais relever sur cette histoire de cheveux à propos de la barbe. Oui, c'est exact, c'était une volonté d'Emmanuel Nicot, de cette coupe de cheveux, et ce moment-là, c'était vraiment très important. Donc voilà, pour le petit
La barbe, moi, ça me fait... Attends, peut-être que je vais... Tu préfères que j'aille vers eux avec le micro ou... Parce que si la question fait 10 mots, je peux la répéter. Si elle est plus longue, c'est dommage. C'est dommage de perdre. Oui, Je pense qu'il est bon. la barbe, ça me fait aussi penser au père, et puis même votre morphologie, votre... voilà. C'est-à-dire que vous êtes un peu comme... Enfin, moi, comme j'ai imaginé que le père pouvait être jeune. Et la question de la barbe, donc ça fait quelqu'un qui tient par rapport à un père qui, lui, n'a pas tenu. Et la barbe, c'est aussi... elle arrive dans le film avec le père qui lui disait je me rasais pour toi, et là, en prison, je me rase plus. Donc, je veux dire, donc, du coup, c'est un élément qui est utilisé que je trouve très intéressant, justement. Oui, c'est un accident, mais apparemment... Oui, non, mais voilà. En fait, il apporte quelque chose dans le film. Et voilà, et votre morphologie et tout, par rapport à la masse aussi du père, enfin, je trouve que, voilà, c'est des éléments qui sont tout à fait intéressants. Bien, puisque nous avons commencé les questions du public, est-ce que vous avez parmi vous des questions, des observations, des réflexions sur le film? Si c'est juste pour nous dire que vous l'avez apprécié ou des commentaires, comme Emmanuelle n'est pas là, la réalisatrice, elle sera ravie de vous entendre. Donc n'hésitez pas aussi à faire part de votre ressenti ou des questions. On vous écoute, madame. Bien. Moi, si vous voulez, j'ai regardé ce film aussi avec un œil de psychothérapeute, puisque je m'occupe beaucoup de violences sexuelles. Et je trouve que c'est un très bon documentaire, qui serait intéressant de passer ce film dans les écoles, un type de prévention. Et notamment parce que là, il y a de filmer la sortie de l'emprise à partir du changement physique, qui est complètement en lien aussi avec son changement intérieur. Et on voit bien qu'elle est amoureuse et qu'elle est complètement embarquée dans les propos du père. Et petit à petit, on voit cette sortie, comme si elle sortait d'un espèce de masque ou de cocon. Voilà. Et ça, c'est rarement évoqué à ce point-là. Donc j'ai trouvé que c'était très pertinent. Et je trouve que pour des jeunes femmes qui seraient confrontées à de l'inceste, de montrer, de filmer ça, peut tout à fait amener des déclics pour qu'elles puissent se rendre compte de cette emprise. Voilà. Vraiment, j'ai trouvé très pertinent, très fin, toute cette analyse. Voilà. Tu veux réagir à ces... Effectivement, je pense que c'est ce qu'aimerait entendre Emmanuelle Nicot. Elle a fait ce film aussi beaucoup pour tenter d'accompagner des traumatismes et des victimes, et que ça puisse créer un déclic, un réconfort, ou emmener en tout cas à libérer une parole. Donc, il y a un mot que vous venez de dire que je trouve très intéressant, c'est le documentaire, qui rappelle qu'en fait, le cinéma n'est pas une question, à mon sens, de documentaire ou de fiction, mais le cinéma d'imaginaire ou du réel. Et pour aborder certains domaines du réel, il vaut parfois mieux construire l'histoire sur le schéma de fiction, parce que filmer les moments que fatalement, Emmanuelle qui est passée par le documentaire, et sa chef-op, on dit en Belgique, est une très grande chef-op et réalisatrice de documentaire, trouver ces moments aussi précis pour en faire un film, c'est une démarche complexe en documentaire. Certains sujets sont faciles à faire en documentaire, pas celui-là. Donc je pense qu'effectivement, c'est du cinéma du réel, mais aller le chercher avec les outils de la fiction. Oui, monsieur. Et puis donc... Oui, dans ce registre-là, la caméra sert à la jeune fille à découvrir ce qu'elle ignore. Donc la caméra ignore, il n'y a pas de savoir, mais on repère que cette autre scène par le jeu du cinéma. Ça, c'est vraiment ce que vous venez de dire sur la fiction. C'est-à-dire, c'est une histoire qui se construit grâce à la caméra. C'est pas un savoir qu'on irait dénicher comme ça. La jeune fille ignore tout de ce qui lui arrive. Ça lui tombe dessus, elle est prise dans un engrenage, et la caméra regarde ça et sert à prendre de la distance, et du coup à regarder en surplomb ce qui se passe vraiment sur la scène de subjective. Ça m'a paru vraiment du grand cinéma. Et ce que vous avez dit sur la fiction, c'est le rapport entre documentaire et fiction, c'est la création d'un nouveau langage, et vraiment beaucoup plus proche du réel que tout ce qu'on pourrait faire sur le savoir théorique sur l'inceste. Voilà, d'autres questions?
monsieur ou derrière, il y a madame derrière vous. Du coup, je voulais parler du format, du choix du format, comment c'était arrivé d'avoir ce recours. C'est un format qu'on voit extrêmement rarement au cinéma. Le format, c'est du 1,33 ou... Ouais, exact. Elle voulait depuis le début du film rester dans ce... pour créer peut-être un petit peu d'étouffement mais depuis quelques années on le voit de plus en plus. Xavier Dolan l'avait utilisé dans un de ses films récemment et puis après ça grandit et en tout cas c'est quelque chose qu'elle avait dès le départ, elle m'avait expliqué et c'est un format qu'elle avait choisi depuis le départ et je pense que ça marche, ça crée surtout dans les scènes d'école, les scènes de car, effectivement on voit ce que ça veut dire quelque part la promiscuité au sens direct. Exact. Même si c'est serré, il y a toujours quelqu'un dans le cadre. Oui, alors moi je voulais savoir, je vois que vous avez été visiter des maisons de juges comme ça, parce que moi ce qui m'interpellait c'était le mélange d'âge, elle est un peu mise là parce que peut-être qu'il y a de la place là et que je trouve que ça doit être très dur d'encadrer des enfants comme ça qui ont des problèmes très différents et tous sur le même toit. Comme je vous l'ai dit, la réalisatrice en fait est fille d'éducateur et son frère est éducateur et elle avait déjà tourné dans beaucoup de foyers en Belgique. Là on a tourné dans un vrai foyer qui était dans la banlieue de Bruxelles. Donc les décors c'est des décors naturels et elle connaît très bien le sujet. Donc elle a malheureusement oui les enfants ils sont placés souvent avec d'autres enfants qui n'ont pas les mêmes problèmes qu'eux et c'est un peu compliqué et il y a beaucoup de douleur et de souffrance dans ces endroits. Moi, ça peut vite déraper. Oui, madame. Alors, je voulais dire que j'avais vraiment beaucoup aimé ce film, que je trouvais qu'il était à la fois très sobre et il racontait énormément de choses. Il y a une chose qui m'a surprise, c'est quand la jeune fille se retrouve face à son père. Je me suis dit, est-ce que c'est possible? Est-ce que qui a autorisé ça? Enfin, il y avait quelque chose qui m'interrogeait autour de ça. Parce que, bon, généralement, on sépare de manière très ferme les victimes et leurs bourreaux, on pourrait dire. Et puis, par contre, ce que je voulais dire aussi, c'est que je trouvais que ça rendait très bien compte de l'isolement dans lequel elle était au départ. C'est un peu comme si, au départ, elle était complètement isolée du monde. On imagine, et que le processus de transformation se faisait au fur et à mesure qu'elle rencontrait les autres autour d'elle. Et il y a une espèce de regard presque naïf, entre guillemets, quand elle sort de cette espèce de coquille qui l'aliénait. Voilà, et je trouve que c'est très bien rendu. On n'en parle pas, mais on le voit en fait, il n'y a pas besoin d'en parler, on le voit vraiment très bien. Oui, parce qu'on ne nous dit pas dans l'histoire si l'enfant est scolarisé, on suppose qu'il n'est plus vraiment, on suppose qu'il est quasiment cloîtré chez eux. Mais tout ça n'est pas surligné. Voilà. Dans la manière dont se joue ce personnage, effectivement, la première apparition dans l'école est étonnante. Oui, voilà. C'est quoi ces gens, c'est quoi cette classe, c'est quoi? Ça. C'est fou là quoi. Ouais. Oui. On sait quelques éléments, qu'elle a beaucoup déménagé, que voilà. Est-ce que tu avais une réponse un petit peu pour la question juridique? Moi, pour la Belgique, je pourrais répondre, pour la France, je dirais une bêtise, à mon avis. Non. Pour la question juridique, non. Moi j'ai vu ça comme une fiction et après je me suis pas posé la question, je pensais que ça pouvait se passer dans la vie, que des enfants, sur leur demande, on ne puisse pas refuser qu'ils les voient dans un cadre avec un éducateur au parloir. Et je pense que tout ça est vrai, en tout cas d'une manière juridique, c'est exact. Le côté très documentaire, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le bon sens du terme. Ils doivent être accompagnés de leur éducateur, évidemment, tout ça est très autorisé par le juge, etc. Donc c'est pas quelque chose qui se fait comme ça automatiquement, mais je pense que c'est vrai, et on a tourné dans une vraie prison. Donc c'était assez aussi particulier à Reims, avec cette jeune fille qui a eu le courage, on est rentré avec les prisonniers autour et les couloirs, etc. Et ensuite cette salle... ça a donné aussi un peu plus de vérité à la scène. J'ai presque envie de demander la question à madame, qui est psychothérapeute. La réponse, vous l'avez peut-être. Je pense qu'effectivement, dans le film, ce qui se passe est plausible, mais c'est chaque fois laissé à l'édition du juge en Belgique, en tout cas. Est-ce qu'on... Oui. Sur la question des visites en prison, mais en tout cas dans les procédures, il y a un moment qui s'appelle la confrontation.
Et où justement, on donne la parole à la victime et on donne la parole au bourreau, en quelque sorte, à l'agresseur. Donc, mais je ne sais pas si ça se passe en prison, par contre. Voilà. Bien, oui, Jean-Louis. Je me sens obligé de poser la question, est-ce que c'est en référence à Jim Harrison qu'elle a appelé son film d'Alva? Oui, effectivement. Bon, voilà. Parce qu'en fait, il y a un point commun ténu. C'est un des plus beaux romans de Jim Harrison, l'auteur des Légendes d'automne. Il y a c'est vraiment un point commun ténu, c'est une histoire d'inceste dans d'Alva, mais c'est un demi-frère et une demi-sœur qui s'ignorent, se retrouvent et qui s'aiment. C'est le point de départ. Mais au début, après, c'est la quête par d'Alva, justement, de la recherche de son fils qu'elle a abandonné à la naissance. Moi, je me suis dit, c'est pas possible qu'elle n'ait pas fait une référence à Jim Harrison. Si, oui, c'est exact, c'est ça. Ouais, voilà. Et alors, quand on est dans la question de prénom, tu t'appelles Jaden dans le film. Oui, Jaden, c'est un prénom qui est pas mal employé par la communauté gitane. Ah, ok, d'accord. Je me suis parce que cette région, donc, qui est de la Haute-Meuse et autres, qui est la région, pour l'anecdote que je connais bien, où je vis aujourd'hui, il y a une grande vogue des prénoms anglo-saxons improbables. Je me demandais si c'était quelque chose qui avait été né de là aussi. Voilà. Je peux même ajouter pour la question du prénom l'origine d'Alva. Parce que Jim Harrison le dit dans son livre, c'est son grand-père avait amené un disque de samba brésilienne, dont une s'appelait Estrelas da Alva, les étoiles de l'aube. Ah, oui. Qui donc, en plus, Jim Harrison a concentré da Alva dans d'Alva. Donc la petite, c'est une étoile de l'aube aussi. Elle va découvrir la vraie vie, c'est un peu symbolique. Je partirai moins bête ce matin, merci Jean-Louis. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le film? Sinon, on va aussi parler de la carrière d'Alexis et de ses envies, de ce qu'il fait pour l'instant. On peut revenir aussi un petit peu sur l'aventure extraordinaire des Misérables. Mais est-ce qu'il y a encore des questions relatives au film? N'hésitez pas, c'est le moment, c'est l'instant. Oui, mademoiselle? Je ne sais pas si vous pourrez répondre à la question, mais comment ça s'est passé pour la jeune actrice d'appréhender le sujet du film, de bien tout comprendre, de comprendre ce qui se passe dans les gestes et tout. Enfin, je me demande comment ça a été travaillé, surtout au dialogue, au début. Alors, je ne connais pas tout le travail qui a été effectué, les rencontres entre la réalisatrice et d'Alva, enfin Zelda, mais je sais que les parents étaient présents, pas sur le tournage, mais étaient très présents, et ont vraiment expliqué à Zelda. Elle avait compris tous les enjeux du film, elle avait compris, c'était pas du tout un endroit de manipulation, elle était très consciente de tout ce qu'elle faisait. Je pense qu'elle est quand même dans un âge où, elle commence à s'éveiller à des choses et comprendre certaines choses, et elle avait bien compris et elle était tout à fait en accord, et donc j'ai jamais senti de sa part une crainte ou une ignorance ou quoi que ce soit. Et c'était même, c'est quelqu'un dans la vie qui est aussi qui a un fort caractère, et qui est très combattante, et je pense qu'elle elle était très heureuse d'avoir cette figure d'héroïne, de rebelle, et de quelqu'un qui va vers, qui se reconstruit et qui va vers quelque chose d'autre. Oui, parce que ça reste un film qui a un sujet dur, mais quelque part positif, avec une résolution et qui donne de l'espoir pour l'avenir de cette gamine, malgré ce qu'elle a vécu. Et juste, puisque donc on évoque la question du casting des enfants, la législation c'est des mineurs d'âge, donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec des enfants sur plateau. D'un pays à l'autre, ça peut être des petites variantes, mais c'est clair que souvent les réalisateurs disent entre eux qu'on fait en même temps un casting de parents. On sait que sur un film pareil, les parents sont présents, qu'ils doivent être proches des enfants, bien impliqués. Il faut être sûr aussi de rencontrer les parents avant pour avoir des parents capables d'assumer ce que ça va nécessairement quand même provoquer comme relatif choc chez les enfants de tourner ça. On ne sort pas tout à fait indemne de ça, même si on est bien encadré. Voilà. D'autres questions encore sur le film, où on parle un tout petit peu de la carrière d'Alexis et de comment elle s'est développée? Oui, non, oui, non, oui, non. Bien, alors justement, Alexis, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, on a parlé de ce collectif qui s'appelle Courtrage-May, qui est né dans le milieu des années 90, je dirais, si mon souvenir est à peu près exact, avec notamment des gens comme Romain Gavras, qui je pense étaient des enfants de Costa Gavras. Et toi, tu t'es retrouvé comment dans cette bande de gens qui a donné aujourd'hui plein de réalisateurs qui se lancent dans des films de genre, dans des choses très singulières pour la France?
Moi j'ai grandi dans le même quartier que Romain Gavras, qui est le fils de Costa Gavras. Et donc on était amis et à l'âge de 17 ans il commençait à faire des petits courts-métrages. En fait c'était les années où il y avait des petites caméras qui sortaient et qu'on pouvait acheter, qui étaient relativement accessibles. Voilà, on pouvait acheter ces petites caméras DV. Et en même temps il y avait les premiers logiciels qui arrivaient sur les ordinateurs Macintosh, etc. Donc on pouvait faire ses propres montages. Enfin il y avait en tout cas, on pouvait faire son cinéma de manière un peu plus simple et plus ludique. Et lui, il avait écrit un court-métrage dans lequel il y avait un personnage et il m'a proposé de jouer ce rôle. Et puis voilà, ça s'est fait vraiment, on se retrouvait, on faisait ça entre nous le week-end et après on se montrait, on se passait les cassettes vidéo VHS à l'époque. Voilà, on se les faisait tourner entre copains et c'était un truc ludique, il n'y avait pas d'envie de faire du cinéma particulier. Oui, mais assez vite, c'était tellement singulier par rapport à un jeune cinéma, surtout il y a peut-être 20 ans, c'est peut-être moins le cas aujourd'hui, très formaté en France, que ça a fasciné un paquet de festivals de cinéma. Moi, je me suis Tueur de petits poissons de Romain Gavras, d'avoir vu ça dans des festivals partout en Europe. Et comment est-ce que ça s'est professionnalisé? Alors, il y a eu des films de Kim Chapiron au début, qui étaient dans votre bande aussi, je pense. Comment est-ce que vous êtes passé à un stade où c'est devenu des longs métrages, des choses qui tournaient? C'est très bien, finalement. C'est une aventure qui a duré presque plus de 10 ans, la réalisation de ces courts-métrages. C'était un collectif, en fait, dans lequel il y avait des accessoiristes, des gens qui faisaient de la déco, mais c'était tous des apprentis, des gens qui voulaient apprendre en faisant, des gens qui travaillaient sur le son, des ingénieurs du son. Et donc il y avait déjà un peu plein de gens qui avaient des envies de métier de cinéma. Et donc, au fur et à mesure, à force, on a sorti un DVD. On a eu la chance d'avoir Mathieu Kassovitz et Vincent Cassel qu'on avait contactés pour jouer dans les courts-métrages, qui ont accepté de nous donner un peu de la force et de la visibilité. Donc après, on a sorti un DVD qui a pas mal marché. Et ensuite, il y a eu des propositions de producteurs pour faire des longs-métrages. Et le premier long-métrage de Kim Chapiron et ensuite Romain Gavras. Et c'est comme ça qu'en fait, ça s'est enchaîné. Et toi, tu n'as pas, pareil à ça, tu n'as pas fait d'école ni d'acteur ni de réalisation. Alors principalement, c'est avec Courtrage 2 que j'ai appris, et après il y a une année où j'ai pris des cours du soir à Paris au laboratoire de l'acteur, mais c'était un truc, disons que c'était pas très professionnel, c'était 3 fois 3 heures le soir pendant l'année, c'était voilà, avec des gens qui n'étaient pas forcément avaient envie de faire du cinéma, mais ça m'a beaucoup apporté aussi. Et alors comment est-ce que, donc là on est au début des années 2000, et puis il va y avoir, pas des tunnels, mais pendant 15 ans tu vas faire des petits rôles, et tu as vraiment cette obsession de dire je vais un jour devenir un acteur, ou bien d'un coup il arrive voir du pays, puis Les Misérables qui te relance dans un circuit où aujourd'hui, quand on regarde ta fiche IMDb, on voit que tout le monde a envie de tourner avec toi, ou à peu près. Il y a plein de projets. Non, mais franchement, au début, j'ai pensé que quand on était avec le collectif Courtrage B, qu'on allait toujours travailler ensemble et que tout allait. Voilà, on était dans un élan où tout marchait et j'ai pensé que ça allait se faire naturellement. Et il y a eu une période, oui, assez longue où je n'ai pas du tout pu travailler, où je passais des castings. Ça marchait pas et j'avais du mal aussi à trouver un agent, et parce qu'on avait souvent cette vision du collectif Courtrage May comme des gens qui n'étaient pas des comédiens sérieux, ou qui étaient comme la vision qu'on peut avoir des non-comédiens qu'on prend pour un film et puis on se dit bon il peut avoir que cet emploi là parce qu'en fait c'est pas un comédien, et il n'y avait pas la légitimité d'avoir eu un parcours classique avec ou soit le conservatoire, soit des écoles de cinéma. Et puis après, ça s'est dit d'un coup, ça s'est un peu déclenché effectivement avec Voir du pays de Delphine et Muriel Coulin, où j'ai eu un rôle plus important, et là j'ai pu un peu me montrer un peu plus ce que je faisais. Et alors moi j'aimerais revenir, parce que finalement on retrouve Ladjli, il est aussi passé par oui, on retrouve d'un coup, 15 ans après, ce rebondissement extraordinaire. Vous écrivez un film ensemble, il y a presque de manière moqueuse, certains voient le projet aujourd'hui, c'est un film de MJC, et à l'arrivée c'est primé à Cannes. Alors comment est-ce qu'il s'est fait ce film? Parce que pour moi, le résultat est pas scrouillant, pour le dire brutalement. Et comment est-ce que vous avez fait ça? Comment coécrit À la base, en fait, il a écrit un court-métrage. Ça faisait longtemps qu'il voulait réaliser un film. Là-dessus, il avait été comédien dans Chétane, il avait réalisé beaucoup de documentaires, et il voulait parler de son quartier. Donc lui, il a grandi dans la banlieue de Paris, dans le 93. Et il voulait parler aussi des rapports entre la police et la population. Et donc il avait l'idée de faire pour la première fois un film dans lequel le premier rôle ne serait pas attribué forcément aux jeunes, mais plutôt aux policiers. Et donc il m'a contacté à la base pour l'aider un peu à écrire, et puis après il m'a proposé le rôle. Et ensuite le court-métrage a eu du succès, donc on a eu la proposition d'une boîte de production pour faire le long-métrage. Et effectivement, même quand on a tourné, et ensuite, on se serait jamais imaginé le succès du film. On pensait que ça allait être
un petit film, voilà, un peu auteur, qui avait peut-être... Bon, le personnage que tu fais là-dedans, moi je reste close. Ce bas du front et vraiment sans trop de conscience, c'est l'opposé total de ce que tu es. Est-ce que tu étais cherché ce personnage? On a eu le temps de le construire avec le cours et ensuite avec l'écriture du long. Et comme j'ai eu quand même cette chance de pouvoir un peu écrire mon propre rôle, je me suis un peu régalé à essayer de trouver des... Et eux aussi, ils ont essayé de trouver des endroits où ça serait plus difficile pour moi d'aller. Et ensuite, on s'est beaucoup nourri de vécu et aussi de tous ces documentaires qu'on voit à la télé tous les dimanches presque sur des équipes de police, etc. Après, c'est aussi un personnage extrêmement physique. Ouais. Oui, madame. Les Misérables. Oui, c'est le film de Ladji. Donc voilà, c'est effectivement le film qui a fait à part Orbi Damien Bonnard, qui dans ce film avait déjà, qu'on avait déjà reçu quelques fois d'ailleurs ici, avait déjà un beau début de carrière, là ça fait exploser un paquet de gens assez passionnants. Et donc après ça, les propositions sont venues finalement très nombreuses, puisque maintenant je vous le dis, à nouveau j'ai déjà préparé ce débat, regardez les fiches à Allociné IMDb, je te vois arriver dans plein de films, et pas du générique au-dessus. Oui, j'ai eu de la chance avec ce film vraiment de pouvoir ça mettre la lumière sur un peu ce que je fais avec les gens. Mais en même temps, on l'a dit tout à l'heure, tu l'as aussi coécrit Les Misérables. Et maintenant, c'est quelque chose qui titille l'écriture, tu as envie de... En fait, pendant toutes ces années où j'arrivais pas trop à tourner, j'ai pas mal écrit. Et je me suis dit, comme on me propose pas de rôle, je vais essayer d'écrire des rôles, de m'écrire des rôles. Donc j'ai écrit des longs métrages, mais de manière pas très conventionnelle non plus, parce que c'était sans être accompagné par des boîtes de production ou par des réalisateurs, mais juste moi ou avec des amis à essayer d'écrire des histoires. Et donc j'ai toujours aimé l'écriture, j'aimerais bien poursuivre, ouais. Oui. C'est vraiment, et comme scénariste ou comme réalisateur, la logique? Alors comme scénariste et puis comme réalisateur, j'ai commencé à réaliser, j'ai réalisé 2 petits courts-métrages, un co-réalisé avec Damien Bonnard, qui joue aussi dans Les Misérables, et un autre que j'ai réalisé seul l'année dernière en juin. Donc peut-être aussi, après même, ce que je préfère c'est jouer et j'ai envie d'axer plus. Oui, travailler en ce moment maintenant, ce serait dommage en privé. Oui. Mais en fait j'aime bien aller un peu partout, donc oui, si je peux aussi réaliser un film un jour, j'en serais heureux. Alors à ce stade, est-ce qu'il y a encore des questions pour notre invité, pour notre ami Alexis? N'hésitez pas. Une belle histoire de cinéma qui montre quand on a envie d'en faire, on peut en faire en passant par les biais les plus inattendus. Et à l'arrivée, le résultat est au moins vu aussi bien que la filière classique. Oui. Du coup, quelle interaction il y a entre le travail d'écriture et celui d'acteur quand vous travaillez sur un rôle? Est-ce que ça vient alimenter le travail d'acteur, ou est-ce que finalement c'est deux approches extrêmement segmentées du cinéma? Voilà. Non, mais c'est très nourrissant parce qu'on apprend déjà toute la structure dramaturgique d'un film et donc l'évolution d'un personnage, et donc ça nous permet aussi d'en comprendre les enjeux et de pas être plus dans une interprétation simple juste d'un rôle, mais plus d'une histoire globale, de voir la place qu'il a, de comprendre mieux. Et puis surtout c'est le rapport au dialogue, parce que quand on est acteur, on adore, on fait très attention à ces dialogues, on essaie des fois de les modifier. Et après, on comprend aussi la frustration. Moi, ce que j'ai vu, c'est quand on est scénariste, on fait le deuil de plein de choses. C'est-à-dire qu'on donne un scénario souvent à un réalisateur qui ensuite peut en changer beaucoup de choses. Après, les acteurs, ils peuvent changer les mots. Après, le montage peut également changer. Donc souvent, faut pas avoir trop d'ego, parce que c'est des endroits où après, on peut se retrouver avec des films où on vous dit c'est ce scénariste qui a écrit ce film, mais en fait le scénario est différent. Donc en fait, on participe à tout ça. Mais moi, là où je trouve la frontière la plus intéressante pour moi, c'est dans les dialogues, et c'est pour ça que j'aime bien. Avant, il y avait des dialoguistes, des gens qui étaient uniquement... Ça fait un peu moins, mais... C'est une différence culturelle profonde dans le cinéma anglo-saxon, où il n'est jamais crédité dialoguiste, et où le dialoguiste est censé faire le truc le plus fonctionnel possible, à d'exception près quand même. Et en France, où effectivement, Michel Audiard était adaptateur et dialoguiste, il se moquait peu du scénario, il écrivait comme on écrit du théâtre des répliques. Oui, donc la fonction dialoguiste est peut-être en train un peu de se perdre, et en même temps, ce n'est pas qu'une fonction, il y a du dialogue littéraire pour le plaisir du mot, mais il y a aussi une question de précision qui est assez passionnante dans le travail du dialogue. Ça, je comprends que ça puisse te fasciner, moi aussi. Il y a une autre question quand même, après je vous le micro, mais que je ne voudrais pas oublier. On te présente, nous, ici, depuis longtemps, comme un comédien, un scénariste corse.
tu as un attachement à Lille, on aurait été expliqué à Paris, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de l'attachement que tu as à Lille? Je crois que tu aurais même dû travailler avec Thierry de Peretti, je ne sais pas si ça s'est fait finalement. Oui, oui, oui. Moi, ma famille est originaire de Piana et j'ai aussi des attachements avec Cargèse. Et malheureusement, je ne viens pas si souvent que ça en Corse, mais j'ai un attachement très fort, voilà, parce que c'est la famille, c'est les racines, et puis voilà, j'ai été fasciné quand j'étais jeune par l'histoire politique de la Corse, parce que j'avais les années où c'était assez intense, c'était aussi les années de mon adolescence. Quand on vient de Cargèse, je peux comprendre. Et c'est une place très importante quand même dans mon cœur. Et après, j'ai rencontré pas mal de diaspora corse à Paris, notamment Thierry de Peretti et beaucoup de gens par le cinéma. Et c'est par le cinéma aussi que j'ai rencontré pas mal la Corse. En faisant tourner, j'ai tourné sur une île, une série d'Arte, ici, dans le Cap surtout. Et ensuite, avec Thierry de Peretti, sur Enquête sur un scandale d'État, où voilà aussi, c'était pas un film sur la Corse, mais réalisé par un Corse. Et puis j'espère continuer à travailler ici de plus en plus, quoi. Si cette histoire politique te passionne, il y a plein de grands films à faire dessus encore. Oui, je pense qu'il y en aura encore. Est-ce que vous avez encore des questions? Sinon, je vais finir par notre rituel question de clôture qui est, et maintenant on va devoir quand. Dalva, je pense que ça ne sort pas avant le printemps 2023, c'est possible? J'ai aucune idée, mais je pense que oui, ça ne sera pas avant l'année prochaine. Donc, si j'en crois les productrices, je pense qu'il est prévu au mars 2023, oui. Pour l'anecdote, une des productrices fut bénévole dans ce festival il y a 20 ans. Est-ce qu'il y a encore des questions? Alors, on va te voir dans quel film bientôt, puisque j'ai dit tout à l'heure que tu étais dans plein de projets. Il y a ce film de Romain Gavras. Alors, le 23 septembre sur Netflix, il y a un film de Romain Gavras, dans lequel j'ai un petit rôle. Et ensuite donc Dalva. Et après, ça va être les prochains tournages à la rentrée. Je dois tourner avec la comédienne Avia Herzi dans un premier film de Iris Kattenbach. Voilà, donc c'est un peu les choses officielles. Il y a plein de choses déjà officieuses qui circulent sur Internet. Ah, voilà. C'est toujours la loi du genre, certaines se feront, d'autres ne se feront pas, mais on te souhaite en tout cas d'en. Merci d'être venu pour venir ici. On va prendre l'apéro est offert, donc continuer à discuter de manière plus informelle avec qui on en parle tout le temps, je suppose, là autour d'un verre. Merci à tous en tout cas d'être venus ce matin.